Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime l'émission Côte-Nord Attitude. Ce jeudi midi, je suis en compagnie de Tommy Auger de Cogeco TV. Bonjour Tommy. Hey, bonjour. On a encore une émission assez chargée, plusieurs sujets. On a-tu déjà eu une émission pas chargée? Ouais, à 4 entrevues en 45 minutes, c'est toujours assez chargé. Des fois, on a plus de monde que d'autres journées. Comme ce fut le cas, entre autres, hier, plusieurs invités. C'est encore le cas aujourd'hui. Oui. Mais des bons sujets, entre autres, l'industrie de l'aluminium. Monsieur Jean Simard est le président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Il s'est rendu dans un congrès aux États-Unis tout récemment pour parler de l'impact de la surcapacité, la surproduction de la Chine dans le domaine de l'aluminium, ce qui influence le prix à la baisse présentement. Ça influence aussi les décisions à venir pour des projets comme la phase 3 d'aluminerie Alouette. C'est ce qui nous intéresse chez nous. Donc, on va en parler avec le président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada, Monsieur Jean Simard. Également, un colloque sur l'éducation la semaine prochaine, Tommy. Du côté des Inuits, on organise ça à chaque 2 ans. C'est pour, bien sûr, l'ensemble du personnel, là, des gens qui gravitent autour également des écoles Inuits de partout sur la Côte-Nord. 2 porte-paroles de l'Institut Tchekapish seront avec nous pour nous en parler. Il y a aussi un beau spectacle là, qui est prévu dans le cadre de cet événement-là. Le député de Montcalm sera à Sept-Îles ce soir, un député du Bloc québécois, et il organise une discussion. Il va animer, en fait, ce soir à Sept-Îles, une discussion sur la réforme du mode de scrutin au fédéral. On sait qu'on a le mode proportionnel uninominal à un tour depuis des siècles au Canada. C'est pas toujours l'idéal, hein. Si on prend l'exemple du Bloc québécois, on va chercher des fois jusqu'à 25-30% du vote, puis on se ramasse avec quelques députés seulement sur les 75 qui représentent le Québec à la Chambre des communes. Donc, le Bloc québécois suit de proche le travail du comité qui étudie les possibilités d'une réforme électorale. Parce que présentement, il y a un groupe qui se penche là-dessus, là, il vient pas juste nous parler comme ça, là, par une idée qui lui a passé par la tête. Et si tu veux mon avis, en 2019, prochaine élection fédérale, on aura encore le mode de scrutin uninominal à un tour. Les partis politiques vont s'assassiner pendant 2 ans. Boule de cristal. Comme c'est le cas souvent, n'a pas arrivé à grands résultats. On reçoit aussi Julie Vigneault en fin d'émission de Sept-Îles en forme. Elle sera accompagnée de Rachel Gagnon, donc 2 filles de l'organisme Sept-Îles en forme. Malheureusement, ça va pas mal être dans leurs dernières entrevues parce qu'on a appris qu'au mois de mars, on met la clé dans la porte, cet organisme-là qui est quand même pas mal présent sur le terrain. C'est très triste parce que les saines habitudes de vie, on en entend de plus en plus parler, ça prend de plus en plus de place dans nos vies de tous les jours. Et là, on sabre dans les budgets, j'imagine, et on décide de couper cet organisme. On verra les raisons pourquoi on décide de fermer l'organisme. Eux ont plusieurs partenaires avec eux. J'imagine là que d'autres organismes prendront un peu la relève. Ils organisent une activité dans 2 semaines, le 14 octobre ou dans ce coin-là, pour une passation de flambeau, donc pour souligner un peu là, les dernières activités qu'ils feront, et on en parlera plus tellement en de valeur que l'organisme n'ait pas de financement. C'est un bon exemple, hein, quand l'expression on dit les bottines suivent pas les babines, là, tous les politiciens parlent de bonnes habitudes de vie, puis là il y a pas d'argent pour un organisme comme Sept-Îles en forme. Ça me dépasse un petit peu. On en parle en fin d'émission. Exact. Julie Vigneault de Sept-Îles en forme sera avec nous. Avant cette série d'entrevues à Côte-Nord Attitude, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. D'abord, la réorganisation est pratiquement complétée plus d'1 an après la création d'un seul centre intégré de santé et de services sociaux sur la Côte-Nord. Le président et directeur général du CIS, Marc Fortin, rappelle que la réforme a amené une réduction significative du nombre de cadres qui sont passés de 190 à environ 120 employés cadres sur l'ensemble du territoire. Selon Marc Fortin, il faut travailler avec les moyens modernes et les directives du ministère.
Avant ça, avec les C3S, le directeur général était au 3e étage de l'hôpital de Sept-Îles et la plupart de ses cadres étaient autour de lui. Donc, on pouvait cogner à la porte puis avoir des réponses. Présentement, il faut travailler avec les moyens modernes d'aujourd'hui, c'est-à-dire la vidéoconférence, le téléphone cellulaire, l'iPad. Mais l'important, c'est, même si on est loin physiquement, c'est d'être proche en accompagnement. Le PDG du CIS Côte-Nord assure que tous les services de proximité sont maintenus dans tous les dispensaires et les centres hospitaliers de la région. Même le projet Optilabre du ministre de la Santé va maintenir les laboratoires en région et un service de qualité, selon Marc Fortin. L'ancien directeur d'Omnisport à Sept-Îles, Roger Dubé, est reconnu coupable de fraude. Après 3 jours de procès, la juge André Saint-Pierre n'a pas retenu les arguments de la défense de Dubé, qui expliquait le manque de 32 000 $ par son inexpérience en comptabilité. L'accusé a soutenu que l'argent a pu être volé par un employé ou oublié dans les livres comptables. Roger Dubé, 78 ans, est coupable de 3 chefs d'accusation pour des fraudes survenues entre 1995 et 2011, alors qu'il était directeur général de l'organisme sans but lucratif. Les représentations sur la sentence de M. Dubé sont prévues aujourd'hui au palais de justice de Sept-Îles. Omnisport gère les cantines dans les bâtiments de la ville de Sept-Îles, comme les arénas et le parc du Vieux-Quai, pour redistribuer les profits à des organismes sportifs et culturels voués à la jeunesse. T'as vu ça changer, les chiffres, hier, hein? Les stations de service à Sept-Îles, le prix de l'essence a fait un bond de 12 cents à Sept-Îles pour atteindre 1,16 $ le litre en fin de journée hier. Il suit la tendance à la hausse partout au Québec. Dans la capitale, là, la ville de Québec, les stations de service affichaient hier après-midi une augmentation également de 13 cents. À Montréal, l'essence se vend depuis 4 ou 5 jours maintenant, 1,18 $ le litre. En banlieue de Montréal, c'est un peu moins cher. Drôle de phénomène. Le prix du baril de pétrole brut, lui, est en hausse depuis une semaine sur les marchés financiers. Le prix réaliste pour la Côte-Nord, évalué par le CAA Québec, est de 1,12 $. Alors, si votre réservoir est à moitié, vous pouvez attendre. Peut-être ça va baisser dans les prochains jours. Ça, c'est l'avis du CAA Québec qui suit toujours de près la situation du prix de l'essence. Les métallos de la Côte-Nord s'impliquent auprès de la Fondation de l'hôpital régional de Sept-Îles. 3500 syndiqués de Port-Cartier, Fermont, Shefferville, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et la Basse-Côte-Nord verseront 5 000 $ par année pendant 5 ans pour soutenir des soins de santé de qualité. La campagne La Vague a pour objectif de récolter 4 millions de $ pour renouveler des appareils en urologie et en imagerie médicale à Sept-Îles. Elle enchante le coordonnateur des métallos de la Côte-Nord, Nicolas Lapierre. Ça allait dans notre volonté au syndicat des métallos quand tu as occupé le territoire dans cette ère où des fois les instances gouvernementales réduisent les services. Ben nous, c'était important pour nous parce que le territoire, on y tient puis il faut l'habiter. Ça s'inscrivait dans cette lignée-là parce qu'en ayant des services de qualité, on s'assure d'avoir des médecins, des professionnels. Et l'autre chose que ça nous permettait de faire, de continuer à améliorer puis préserver les systèmes de santé publics. 9 sections locales des métallos et les employés du siège social du syndicat donneront 25 000 $ d'ici 2020 à la campagne de la Fondation qui aide l'hôpital régional à se doter d'équipements à la fine pointe de la technologie. Ben voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. On s'entretient avec le président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada, M. Jean Simard, dans quelques instants. Attitude. Le Centre des Congrès présente ce samedi 8 octobre, hommage à Joe Dassin par Benoît Labonté. Vous avez la possibilité d'assister au souper-spectacle à 19h au coût de 65 $ ou le spectacle seulement à 21h au coût de 35 $. Benoît Labonté, accompagné de 5 personnes sur scène, vous éblouira avec sa voix d'une ressemblance troublante à Joe Dassin. Les billets sont disponibles au Centre des Congrès, à la Tabagie-Gamache, à l'Hôtel Sept-Îles et à La Porte le soir même du spectacle. Ford croit qu'on peut jamais être trop prêt pour l'hiver. C'est pourquoi, à l'achat ou à la location de l'Escape SE 2017, vous obtenez l'ensemble sécurité d'hiver. Des pneus d'hiver, des jantes et des capteurs de pression sans frais supplémentaires. En plus, l'Escape SE est équipé de caractéristiques de série comme les sièges chauffants, les rétroviseurs chauffants et le dégivreur d'essuie-glace. C'est ce qu'on appelle être bien préparé. Dindon, Mère Nature. Quand on peut prendre les devants sur l'hiver, c'est facile d'embarquer avec Ford. Visitez trouvezvotreford.ca pour les détails. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1.
Eh bien, Tommy, on s'entretient avec le président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada, Monsieur Jean Simard, qui a plaidé pour un équilibre concurrentiel devant une commission du Congrès américain récemment. Donc, l'Association de l'aluminium du Canada. Monsieur Simard, bonjour. Bonjour. Monsieur Simard, l'association, d'abord pour rappeler, est-ce que vous êtes commandité, là, Aluminerie Alouette ici à Sept-Îles, c'est un de vos membres, ça? C'est un de nos membres. En fait, l'association représente les 3 grands producteurs de classe mondiale qu'on a au Québec, au Canada, à savoir Aluminerie Alouette, Alcoa et Rio Tinto. Mm-hmm. Et au Canada, bien sûr, la production d'aluminium est principalement, je pense, à 90%. Au Québec, là, il y a seulement une aluminerie dans l'Ouest. Fait que vous représentez ces gens-là. L'aluminerie de Rio Tinto à Kitimat, en Colombie-Britannique, et 90% de la production est localisée donc au Québec. Mm-hmm. Monsieur Simard, vous avez participé, vous étiez invité aux éditions pour la United States International Trade Commission, l'Association de l'aluminium du Canada. Il a été invité, c'est assez exceptionnel quand même. Oui, c'est très exceptionnel. Premièrement, c'est exceptionnel qu'il y ait une commission de formés pour étudier la situation mondiale dans le domaine de l'aluminium. Et c'est tout aussi exceptionnel que l'industrie canadienne soit invitée à faire état de sa perspective sur la situation. Et en fait, vous avez parlé beaucoup de la surcapacité chinoise. Là, pour bien comprendre la situation actuellement, la Chine a beaucoup augmenté sa production d'aluminium et ça a des conséquences directes sur la situation en Amérique du Nord, hein? Effectivement, la Chine est devenue de très loin le plus grand producteur d'aluminium au monde. Il produit 55% de tout l'aluminium produit sur la planète. Leur économie est en décroissance et tourne au ralenti depuis maintenant environ 1 an, 2 ans. On prévoit que ça va durer pour plusieurs années encore, cette situation-là. Et ils se sont fortement industrialisés pour construire des villes, pour loger une population de centaines de millions d'habitants. Et on arrive à une situation où la capacité industrielle, tant dans le domaine de l'acier que de l'aluminium, qui a été développée pour ses besoins d'urbanisation, est en forte surcapacité. Donc, elle produit plus que ce que son marché domestique est capable de prendre sur une année. Donc, on en exporte du côté de la Chine, ce qu'on faisait pas auparavant. La Chine commence l'industrie chinoise commence à exporter, puis je dis bien l'industrie chinoise parce que ici, on a 10 alumineries au Canada. En Chine, tenez-vous bien, ils ont au-delà de 160 usines. Oh! Alors, ils continuent d'ajouter de la capacité, et c'était beaucoup la base de mon argumentation. Alors qu'ils sont en surcapacité actuellement, donc ils produisent plus qu'ils consomment, que aussi ils ont des inventaires accumulés un peu partout à travers la Chine. On ne conçoit pas comment ils peuvent justifier d'ajouter de la capacité. Alors, je vais vous donner un exemple. Au mois de juin de cette année, donc il y a quelque temps à peine, la Chine avait produit en 1 mois seulement 2,7 millions de tonnes de métal primaire. Ça, c'est l'équivalent de 100% de tout ce qu'on produit au Québec. Eux l'ont pendant 1 an. Eux l'ont fait en 1 mois. Et ce même mois-là, on annonçait qu'on allait ajouter 2 millions de tonnes de plus de nouvelles capacités au cours de la prochaine année. Bon, ça affecte directement. Nos alumineries au Canada n'ont pas été trop touchées. Ici, on n'entend pas parler de baisse là, de production, de baisse d'emploi chez Aluminerie Alouette. Mais aux États-Unis, hein, il y en a fermé pas mal des alumineries américaines. Là. Oui, effectivement. Aux États-Unis, il y a depuis 3 ans, on est passé de 14 usines à 5 usines. Puis sur les 5, il y en a seulement une qui tourne à 100% de capacité. Et beaucoup de ces usines-là, de ces 5 usines-là, ont non seulement que des ententes à très court terme en termes d'approvisionnement énergétique. Donc, elles sont très précaires. Et on est donc retourné aux États-Unis. On est revenu au chiffre de production de 1950, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. On a régressé de façon considérable. Monsieur Simard, qu'est-ce qui a fait que les alumineries aux États-Unis ont décidé de fermer et est-ce que ce contexte-là pourrait être le même ici au Québec?
Bien, écoutez, la question se pose effectivement. Ce qui a engendré la fermeture des alumineries, c'est que le prix de l'aluminium demeure très bas depuis le début de la crise en 2008. Et donc, ce qui nous protège, nous, c'est aussi ce qui nuit énormément à l'industrie américaine, c'est-à-dire c'est le dollar, la valeur du dollar américain. Donc, okay. on est protégé, mais c'est une protection artificielle par un taux de change qui nous avantage, mais les Américains n'ont pas ce bénéfice-là. Mais vous allez me dire, M. Simard, là, au Québec, on a tout le temps parlé, associer l'aluminium à notre réseau hydroélectrique, là, au Saguenay, tout comme sur la Côte-Nord. C'est une énergie plus verte. Les Chinois, là, vous avez parlé de la production en Chine, mais c'est mauvais pour l'environnement, hein. On produit quoi? À partir du diesel, principalement, en Chine, là? Non, on produit à partir du charbon. C'est aussi mauvais. Pas mieux, là. Donc, on a une empreinte carbone qui est entre 17 et 24 tonnes équivalent CO2 par tonne d'aluminium, et au Québec, c'est 2 tonnes équivalent CO2. En fait, on a l'empreinte carbone la plus faible au monde, et les Chinois ont l'empreinte carbone la plus lourde au monde. Mais dans le marché des affaires, c'est pas un argument qui a du poids, quoi. Si leur aluminium est moins cher, ils vont le vendre. Ben, en fait, c'est un marché de commodités, fait que le prix est le même pour tout le monde, mais le problème, c'est que eux, comme leurs coûts sont inférieurs aux nôtres, leur capacité de durer à travers un marché déprimé comme celui-là est beaucoup plus forte. Vous savez, en Chine, on construit des usines maintenant qui sont beaucoup plus grosses que les nôtres. Des usines de 2-3 millions de tonnes, là, c'est pas des cas isolés. Et on les construit à peu près à 25% du coût que ça représente ici pour construire une usine, puis on les opère à peu près à 25% du coût. Puis je vous ajouterai à travers ça que les technologies qu'ils ont développées sont très performantes. C'est pas de la 3e classe, là, ils sont rendus en 1re classe. Est-ce qu'il y a des solutions, M. Simard? Vous avez exposé le problème ou votre vision des choses, là, la vision canadienne du marché mondial de l'aluminium à la commission à Washington. La réaction d'abord, ça a été quoi? Ben écoutez, premièrement, ce qu'on a recommandé, c'est il y a 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est que la question de la surcapacité chinoise soit discutée à travers un ou des forums de ce qu'on appelle, nous, de la diplomatie économique, que ce soit à l'Organisation mondiale du travail ou sur une base multilatérale entre les principales régions productrices dans le monde. La deuxième, c'est que la Chine a une taxe à l'exportation de métal primaire pour s'assurer de garder chez elle son métal, une taxe de 15%. On a insisté sur le fait qu'ils devaient maintenir cette taxe-là pour essayer le plus possible d'empêcher leur métal qui est destiné au marché domestique de se frayer un chemin sur les marchés extérieurs. Troisième recommandation, il y a une taxe aussi sur l'exportation de produits semi-finis, donc des produits qui ont déjà subi une première transformation. Et on a dit que cette taxe-là devait, elle, être annulée parce que c'est devenu une source de sortie de métal sur une base frauduleuse. Alors, si vous êtes en Chine et vous avez du métal en trop, du métal primaire, vous voulez vous en débarrasser, vous faites une fausse transformation, c'est-à-dire que vous allez faire des fausses jantes de roue, des fausses poignées de porte en très gros volume. Et quand vous allez vouloir exporter, ça va être traité comme un métal qui a subi une première transformation. Donc, on va vous rembourser 13% d'une taxe de 17%, d'une taxe domestique. Donc, vous ramassez des sous, vous exportez votre métal, par exemple, au Vietnam, pour ne pas les nommer. Il va être refondu, mis en lingots, puis là, il va rentrer sur le marché international, comme si c'était du métal primaire qui venait d'ailleurs que de la Chine. Ouais. Alors ça vient fausser les jeux, et on voit de plus en plus de ce type de situation-là, et c'est une des choses que tant mes vis-à-vis européens qu'américains ont dénoncé très fortement dans le cadre de ces audiences-là. Bon, puis en attendant, on a espéré que le dollar canadien reste bas pour continuer d'exporter. Dites-moi, la distance n'a pas d'importance pour nos gueuses puis nos lingots d'aluminium, là. Ici, on pourrait penser à cette île, le port de cette île, on sort, on peut aller, les États-Unis, c'est pas loin, livrer là, s'ils ferment les alumineries, il y a peut-être un marché que la Chine est plus loin que nous autres, là. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas juste la Chine, il faut que je rajoute d'autres joueurs. Il y a la Russie, il y a le Moyen-Orient qui exporte de plus en plus vers le marché américain, qui, soit dit en passant,
est en déficit de 3 millions de tonnes d'aluminium, c'est-à-dire que il leur manque 3 millions de tonnes de production domestique pour répondre aux besoins annuels aux États-Unis. Donc, ce 3 millions de tonnes-là, imaginez-vous, là, il part d'aussi loin que de la Russie ou du Moyen-Orient pour venir sur le marché qui est à quelques heures à peine de nos usines. Ouais. Pourquoi? La distance n'a pas d'importance, quoi? Il n'y a pas un tarif supplémentaire pour partir du Moyen-Orient? Ben, leurs coûts de production sont suffisamment bas pour qu'ils soient compétitifs. Ça compense. Et de notre côté, c'est évident qu'on regarde ça et on se dit, bon sang, nos projets d'expansion, Alouette et ainsi de suite, ça prend tout son sens quand tu imagines que ton premier marché, à quelques heures à peine de distance, serait capable d'absorber cette production-là. Mais le problème, c'est que les prix sont maintenus tellement bas à cause de l'impact des inventaires accumulés, entre autres par la Chine, qu'on ne peut pas justifier aujourd'hui des investissements pour des projets d'expansion. Le marché n'est pas capable de le prendre. Il y a trop de produits, là. Vous êtes en train de répondre à ma dernière question, justement, là, la phase 3 d'aluminerie Alouette. Il y a des arguments pour, puis il y a des arguments contre, quand même, dans l'entrevue, dans tout ce qu'on vient d'entendre dans les 10 dernières minutes, M. Simard, quand même, là. Ben, l'argument pour, puis il sera toujours là, il faut jamais le perdre de vue, c'est que l'aluminium, c'est un métal pour lequel la demande ne cessera pas de croître demain matin. Donc, on a toujours un marché, puis on en aura toujours un. Ce que ça prend pour justifier un investissement, c'est des signaux très robustes. Ça veut dire robuste, il faut que ça soit assez élevé comme reprise, puis que ça soit soutenu dans le temps pour justifier des investissements considérable, parce qu'on est toujours dans les milliards de dollars quand on parle d'un projet d'expansion. Ouais. Donc, tant qu'on n'a pas ces signaux-là, le marché, les entreprises privées peuvent pas justifier de faire l'investissement. Parce que le rendement n'est pas prévisible, il n'est pas au rendez-vous. Et pour vous, M. Simard, dans le contexte actuel, là, c'est des faux débats de chicaner pour l'utilisation d'AP60 entre Sept-Îles et le Saguenay. Finalement, quand les signaux seront là, il y aura de la place pour tous les projets d'expansion au Québec? Vous avez tout compris. C'est des faux débats. Il faut qu'on serre les coudes. Il faut qu'on travaille tous ensemble parce que la menace, elle vient de l'extérieur. Elle vient de la Chine, elle vient des autres régions du monde qui envahissent les marchés avec du produit de très haute qualité, mais à des coûts qui sont très compétitifs. Alors, il faut qu'on devienne encore plus compétitif si on veut justifier les prochaines phases. Eh bien, Monsieur Jean Simard, c'était très intéressant. Je rappelle que vous êtes président et chef de la direction à l'Association de l'aluminium du Canada. Un gros merci pour cette entrevue en direct. Je vous en prie, merci de l'occasion de m'adresser à vos auditeurs. Au revoir. Au revoir. Attitude. La députée de Manicouagan, Marilyn Gill, vous invite à participer à la consultation publique concernant le projet de réforme électorale du gouvernement canadien. La rencontre se tiendra ce jeudi 6 octobre à 17h à l'Hôtel Gouverneur au 666 Boulevard L'Or. Accompagnée de son collègue Luc Thériault, député de Montcalm, Marilyn Gill souhaite connaître votre opinion afin de la soumettre au comité spécial sur la réforme électorale. Ceux qui ne pourront être présents sont invités à envoyer leurs commentaires par courriel. Pour de plus amples informations ou pour confirmer votre présence, téléphonez au bureau de circonscription au 418-589-0573. Vous le savez que moi, Guy Jodoin, je fais zéro compromis grâce à Super C. Il y a tout plein de façons d'économiser sur mon épicerie. Et cette semaine, je vous dis que je vais en faire des grosses économies. Jusqu'au 12 octobre, chez Super C, le roast beef du roi Bardé est à seulement 3,49 la livre. Et le sirop d'érable irrésistible format 540 ml est au superbe prix de 4,99. C'est le temps d'en profiter. C'est pas beau, ça? Profitez-en, vous aussi. Super C, c'est toujours frais, toujours en stock, toujours à bas prix. Garantie. Les conditions s'appliquent, voir superc.ca. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On va parler d'une éventuelle réforme du mode de scrutin au Canada. La députée de Manicouagan, Marilyn Gill, confie la population de Sept-Îles ce soir là à une consultation qui portera sur la réforme électorale envisagée par le gouvernement fédéral. C'est le député de Montcalm, M. Luc Thériault, qui va animer la soirée à Sept-Îles. Il y en a une prévue à Bécomo demain également. M. Thériault est au bout du fil. Je pense qu'il est à Québec. Il va prendre l'avion dans les prochaines minutes pour Sept-Îles. Bonjour, M. Thériault. Bonjour, M. Saint-Pierre. Monsieur Thériault, la réforme électorale, là, d'abord, on cherche un meilleur système, le système uninominal à un tour. Là, on peut penser que c'est dépassé, qu'on l'utilise depuis des siècles. On veut plus de démocratie. L'ensemble des partis s'entendent là-dessus? Je n'irai pas jusque-là. Je vous dirais qu'il y a plusieurs variantes. D'abord, oui, effectivement, le système actuel
crée ce qu'on appelle une distorsion mathématique entre le suffrage puis le nombre de sièges. Hein. Par exemple, le Parti libéral a eu 39% du suffrage, mais il y a 100% du pouvoir. Alors, il n'y a pas 39% des sièges, il y a 182 sièges. Si on prend l'exemple du Bloc, là, vous êtes 10 députés, vous avez eu quel pourcentage de vote au Québec, la dernière élection? 10 sur 75? Autour de 20%. Donc, vous devriez être une trentaine, une 20-25 députés, normalement. On devrait être autour entre 16 et 20. Tu sais. Bon. Et donc, c'est M. Trudeau, en juin, a dit deux choses. D'abord, la prochaine élection ne se passera pas avec le mode de scrutin actuel, mais il nous a donné un échéancier qui était assez court, merci, parce que moi, je siège au comité, là, je suis porteur du dossier pour le Bloc québécois de la réforme électorale, et les partis s'entendent pas sur le modèle ou le mode de scrutin approprié. Il y a une tendance qui se dégage à un modèle mixte compensatoire, c'est-à-dire je ne vais pas rentrer dans les détails, là, dans la technicité, là, mais l'idée, c'est d'avoir des circonscriptions avec un député élu comme ça se fait actuellement, puis des sièges qu'on appelle de liste qui compenseraient la distorsion mathématique dont je vous parlais tantôt. On va tout expliquer ça au monde ce soir à Sept-Îles, puis demain à Bécomo. Mais nous, ce qu'on dit, le Bloc, là, c'est que si tu veux changer les règles démocratiques d'une société, là, faut que tu le fasses avec le peuple. Puis tous les modes de scrutin ont des avantages et des inconvénients. Puis l'arbitrage doit revenir au peuple et c'est pour ça qu'on exige, nous, un référendum pendant la prochaine élection. M. Trudeau veut nous encarcaner dans un échéancier qui est irréaliste. Écoutez, au Québec, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai été le porte-parole en 2004 et 2007. On avait un modèle précis. On a consulté pendant une année complète et en plus, on avait eu des États généraux qui avaient précédé, puis bon, on n'y est pas arrivé. Alors là, on n'a même pas aucun modèle de proposer. On consulte les gens sur ce qu'ils voudraient voir, un changement ou pas. Alors, il faudra qu'il y ait une deuxième phase. Là. Ça se termine... Monsieur Thériault, ça devient pas un peu une joke là quand on parle de réforme du mode de scrutin au Québec puis au Canada? Le parti qui gagne l'élection, il n'y a jamais avantage à changer le mode de scrutin. Ça fait qu'il n'y en a jamais de changement. On en parle depuis des années, puis en bout de ligne, on change absolument rien. C'est la raison pour laquelle il faut pas que ça reste un débat entre politiciens, entre initiés. Il faut donc qu'on mette la population dans le coup. C'est pour ça, moi, je pense que en Nouvelle-Zélande, ça a pris 2 référendums, puis ça a pris 9 ans pour le faire. Moi, je pense que si on n'arrête pas de travailler le 1er décembre, puis le comité continue ses travaux et qu'on fait les choses correctement, on pourrait engager, quel que soit le résultat de la prochaine élection, à un véritable changement si la population tranche et dit par voie référendaire. Une coche de plus sur le bulletin de vote à la prochaine. Oui, on veut ce changement-là. Parce que effectivement, il risque d'avoir un dérapage. Et comme il n'y aura pas le rapport qu'on doit remettre au 1er décembre, ça me surprendrait qu'il soit unanime. Alors, ça donne un beau jeu à M. Trudeau de dire, les partis s'entendent pas, on laisse ça là. Monsieur Thériault, je veux pas sembler défaitiste, mais on a déjà de la difficulté à faire sortir le vote, que les gens aient voté. Est-ce que ça les intéresse vraiment de parler, de changer le système de scrutin? En fait, il y en a qui pensent que c'est justement parce que le mode actuel incite pas les gens à aller voter, dans la mesure où il y a des gens qui disent c'est toujours le même parti qui passe, puis on perd notre vote. Alors, changer de mode de scrutin, c'est de faire en sorte que personne ne perde son vote, puisque chaque vote sera considéré dans l'établissement des représentants en chambre. Maintenant, c'est sûr que ici, vous savez, en Écosse, là, ils ont un mode de scrutin mixte proportionnel compensatoire, là, et puis c'est juste 50% de la population qui vote, là. Notre taux de participation, puis le taux de participation aux élections est en lien avec les enjeux, bien plus que par rapport au mode de scrutin, tu sais. Je la trouve quand même intéressante, votre proposition au Bloc québécois, M. Thériault. Là, donc, en 2019, on aurait le même mode de scrutin, mais on voterait en même temps d'un référendum parallèle qui coûterait pas cher, le même bulletin de vote probablement, pour proposer peut-être pour 2023 un vrai changement de mode de scrutin. Est-ce que vous avez des appuis des autres partis? Moi, j'essaie de convaincre présentement le NPD et les Verts qui préconisent à peu près le même système que nous, parce qu'eux autres sont tellement pressés qui veulent absolument là qu'on le fasse sans que le peuple arbitre
les avantages et les inconvénients. Tu n'as pas besoin de référendum, on y va, on sait ce qui est bon pour la population. Ouais. Moi, je pense que c'est pas de même qu'on change les affaires. Le pire, c'est que M. Trudeau, lui, et les libéraux, ce qu'ils veulent, c'est soit le statu quo ou un mode de préférentiel. Lequel mode préférentiel? Là, tu votes par préférence en fonction de s'il y a 5 partis pour 5 candidats. Ben, le mode préférentiel va favoriser la réélection du Parti libéral. Fait que, tu sais, il faut sortir de la partisanerie, des billets partisans, puis pour ça, ben, il faut exposer au monde ce que c'est. C'est à eux autres à choisir après, puis c'est pour ça qu'il faut laisser le peuple trancher la question. Ils ont quand même fait un petit pas, les libéraux, là, ils ont accepté d'être moins nombreux sur le comité, qui soit un peu plus paritaire ou proportionnel là, pour l'étude de ce dossier-là. Il y en a quand même beaucoup à travers le monde là, des modes de scrutin. On pense aux Français qui votent 2 tours, là, ça complique les élections présidentielles. On pense au Parti québécois où il y a une liste, puis le deuxième choix va être important en fin de semaine pour élire un chef. J'imagine qu'on discute de choses comme le vote en ligne aussi, là. On peut moderniser ça, notre mode de scrutin aussi. Oui, dans les questions qui seront posées aux gens là en atelier, là, c'est bon, est-ce qu'on veut un vote en ligne? Est-ce qu'on veut le vote obligatoire? Est-ce qu'on veut abaisser l'âge du vote? Tout ça, c'est des choses. Et quoi d'autre? N'importe quoi d'autre que les gens veulent nous passer comme message, on est là pour entendre puis faire un rapport de ça. Bon, ben c'est à suivre. Vous en pensez quoi, le vote en ligne? Est-ce que vous seriez favorable à moderniser un peu, permettre aux gens de voter? Un vote obligatoire, ça m'apparaît un peu une dictature, là. Le vote en ligne, vous savez, il y a un problème, c'est celui de la sécurité du vote. Et d'autre part, rappelez-vous que on dit toujours, l'électeur seul dans l'urne, c'est là qu'il se décide. Mais un vote en ligne, là, dans la mesure où on assure, le secret du vote et le décorum lié à un geste comme celui-là. Peut-être dans un premier temps, il faut franchir une étape, celle peut-être des gens qui ont de la difficulté à se déplacer, puis là, on pourrait peut-être à ce moment-là, avec de l'aide, les aider à voter en ligne. Ben, vous savez, au niveau fédéral, là, tu peux voter à 3 jours. Donc, quelqu'un qui veut pas voter au fédéral, là, c'est parce qu'il veut pas voter. C'est pas parce qu'il n'a pas la chance de voter. En même temps, comme le disait Tommy, ce qu'il faut rechercher à travers ça, là, c'est des choses qui vont intéresser davantage les citoyens à aller voter. Là, la dernière élection fédérale, le taux de participation au municipal, c'est très bas. Au fédéral, c'est quand même mitoyen. Au provincial, un peu plus haut. Mais le monde s'intéresse pas tant que ça à la politique, malheureusement. Les gens s'intéressent pas beaucoup. Les gens s'intéressent moins à la politique fédérale qu'à la politique provinciale. Et les taux de participation au provincial, si on les compare à d'autres pays, sont quand même assez bons. Sauf en 2008, quand Jean Charest a déclenché des élections une semaine après les élections fédérales. Là, les gens sont restés chez eux. On a eu 57% de participation. Mais habituellement, on se situe en haut de 75%, 77, 78%. Mm-hmm. C'est quand même assez bon par rapport à d'autres pays du monde. Mm-hmm. Ben, Luc Thériault, député de Montcalm, député du Bloc québécois. Je pense qu'on vient d'appeler l'avion, là, le vol pour cette île à l'aéroport de Québec. J'ai entendu derrière vous. Ça fait qu'on vous laisse aller. Merci. Au plaisir de vous voir sur le terrain. Bye-bye. Voilà, le député Luc Thériault qui prend l'avion. Il sera à Sept-Îles ce soir. La rencontre, c'est public. Hein? C'est le Bloc québécois qui invite les gens à discuter de la réforme électorale fédérale à 17h30 à l'hôtel Le Gouverneur, à la salle mezzanine. Bien sûr, le député Luc Thériault s'en vient animer ça, mais la députée d'ici, la députée de Manicouagan, de la Côte-Nord, Marilyn Gill, sera là également à cette rencontre. On parle d'un important colloque en éducation qui s'en vient pour les écoles Innu de la Côte-Nord dans quelques instants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. C'est le temps de passer à autre chose. Le temps de passer de « y a jamais rien de bon » à « y a tellement de choix que je sais pas quoi regarder ». De « je peux juste choisir un forfait télé » à « choisis chacune de mes chaînes préférées ». Le temps de passer de vitesse Internet comme ci comme ça à une connexion ultra rapide. Passez au forfait télé Mon Mix 20, à l'Internet Ultra Fibre 40 et à l'enregistreur TiVo. Le tout pour seulement 65 $ par mois pendant 6 mois. Des conditions s'appliquent. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. Des entrepreneurs qui font de l'impro, ça se peut, ça? Ben oui, ça se peut. Venez assister au match pré-saison de la Ligue d'improvisation de Sept-Îles, organisé par Mentorat Sept-Rivières, avec les vedettes de la liste et des joueurs entrepreneurs invités. Gratis. Jeudi le 6 octobre à 20h au Petit Théâtre du Centre socio-récréatif. Au menu, des impros à saveur entrepreneuriale à la sauce de la liste. Gratis.
Un match présenté par Mentorat Cette-Rivière, supporté par le Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis. Gratis. Ah, et j'oubliais, c'est gratuit. Ce soir à Télé-Québec, Clovis, 13 ans, a un père, une belle-mère, 2 sœurs et un 8e de grand-mère. Le tout sous un même duplex. Comment Clovis va-t-il survivre à sa famille? Conseil de famille, la nouvelle comédie de Télé-Québec, ce soir, 19h30. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Il y a un colloque intéressant pour la nation Innu qui s'en vient la semaine prochaine. J'ai parlé d'un colloque sur l'éducation, mais là, on corrige. C'est un colloque sur les langues, la culture et l'éducation qui se déroulera, je pense que c'est la semaine de relâche scolaire, la semaine prochaine, là, dans les écoles Innu. Chaque 2 ans, on organise un événement comme ça important du côté de l'Institut Tchakapish. Marie-Ève Volant est directrice de la section culture et Joëlle Gagné, directrice des ressources humaines à l'Institut Tchakapish. Bonjour, mesdames. Bonjour. Peut-être d'abord rappeler, Joël, là, Tchakapish, votre mandat, justement, on travaille beaucoup en soutien aux écoles, aux milieux scolaires, les services éducatifs, mais aussi protéger la culture et la langue. C'est ça, vos 2 missions, si on veut. Oui, effectivement, l'Institut Tchakapish, c'est une organisation qui fait la promotion et la préservation de la langue et de la culture. Et nous avons également un secteur éducation qui offre des services auprès de toutes les écoles membres de notre organisation, membres des communautés Innu. On en entend parler régulièrement de l'Institut Tchakapish quand même. Oui, Symposium MAMU, vous êtes impliqué. Moi, j'ai beaucoup apprécié là la dernière activité de graduation des jeunes lors du festival Innu Nikamu. Bravo pour cette activité-là parce que c'est un des buts d'encourager la réussite scolaire, de les monter sur scène à Innu Nikamu là en août dernier. Une belle édition du festival à part ça. Ça, c'était une belle réussite de votre organisation. Vous êtes toujours très présent sur le terrain. On vous voit peu, mais vous travaillez fort, hein, c'est ça? Effectivement, je vous dirais que dans les dernières semaines, l'été qui vient de passer, le printemps dernier, l'automne, il y a toujours des événements, des activités. Institut Tchakapish est toujours impliqué dans plusieurs événements pour nos jeunes, pour les jeunes de la communauté. Pour les moins jeunes, à l'occasion, on parle du symposium, par exemple, qui est en collaboration avec le Conseil ITUM. Donc, oui, on est omniprésent. Et là, il y a un beau colloque qui s'en vient la semaine prochaine, puis un beau spectacle aussi. On n'oubliera pas d'en parler là à la fin de l'entrevue, l'invitation. C'est mon ami Kim Fontaine qui fait la mise en scène du spectacle prévu la semaine prochaine. Le colloque, il y a 2 ans, c'était spécifique au milieu de l'enseignement. Là, on a décidé d'élargir un peu les invitations et le contenu de l'événement qu'on organise aux 2 ans là. Oui, effectivement. Pour cette année, c'est la première fois qu'on jumelle les 3 secteurs. Donc, fallait penser sortir un peu de la zone scolaire pour rejoindre au niveau de la langue culture, donc les aînés, des artisans, des artistes, les élus aussi de chaque communauté, membres de l'Institut Tchakapish. De toute façon, l'éducation chez les Innu, la culture est tellement importante à travers ça, et la langue, on tente tellement de la préserver via l'éducation. Donc, c'est des fois, on peut penser, on tire à gauche et à droite, mais c'est un tout ça. Oui, effectivement. Puis quand on pense éducation, langue, culture, on est interreliés. C'est ça. Exactement. Pour le jeune, notre élève qui s'en vient aussi, c'est important de travailler sur ces 3 aspects-là pour assurer un bon développement chez nos jeunes. Mais moi, je me souviens de colloques en éducation, là, il y a quelques années où on avait des invités, la juge Ruffo, entre autres, Stanley Volant, il y a pas si longtemps. C'était quand même un événement d'envergure. Là, on élargit, ça veut dire qu'on attend beaucoup de monde à Ouachat, Maliotenam la semaine prochaine, quoi? Oui, on attend environ 300 participants. Ah, ben c'est bon. Oui, des différentes communautés. Donc, on a voulu varier aussi au niveau de la programmation. Oui, on parle culture, mais de l'éducation. Langue, c'est des ateliers fort intéressants. Fait on espère que les participants vont apprécier qu'est-ce qu'on leur offre. Donc, le contenu du colloque, il y a de la formation, il y a de la réflexion, puis il y a une belle soirée pour s'amuser. Oui. Des soupers aussi, toutes sortes d'activités. Oui, parce que il y a un volet, dans le fond, où les participants vont pouvoir dîner au cégep. Mais on a des 3 dîners aussi prévus à Tchakapish où on parle de mets traditionnels.
OK. La réflexion, les formations, est-ce qu'il y a un thème, le colloque, cette année? Il y a 2 ans, en 2014, là, bien sûr, on était dans le domaine de l'éducation, mais je l'aimais, votre thème, unissons nos forces pour que chaque enfant ait la même chance de réussite. C'est un peu ça, hein, qu'on veut pour nos jeunes Inuits, là, qu'ils aient la même chance que les autres. Exactement. Là, on parle de partageons nos savoirs, puis on travaille en collaboration avec les communautés. Oui, Tagabèche, elle a une expertise, mais on a besoin aussi d'être alimenté par les communautés pour mieux répondre à leurs besoins et attentes. Est-ce qu'on peut y aller, nous autres, si on ne travaille pas pour Tchakapish ou pour un conseil de bande au spectacle la semaine prochaine? Là, il y a un beau spectacle de prévu. C'est au milieu du colloque ou à la fin du colloque? Le spectacle est prévu le 12 octobre à partir de 20h. Puis oui, c'est ouvert à tout le monde. On invite la population de cette île, les environs, Ouachat-Malio, effectivement les autres communautés aussi. Puis il y a plusieurs artistes qui sont attendus. On a Bruno Bellefleur, Michel Canapé, Matten. On a deux troupes de danseurs. On a Charles Lapi Bellefleur, on a Gilbert Pietachot, Stéphane Wapstan. Puis étant donné que c'est un colloque qui regroupe plusieurs communautés, donc dans le choix des artistes, on a voulu que chaque communauté quand même soit représentée. C'est mis en scène par Kim Fontaine, comme je le disais, qui a coordonné les dernières éditions d'Inou Nikamo, qui fait partie du groupe Matten, qui est associé au studio de Florent Volant, le studio Makoucham, ce qu'on a été chercher de la compétence pour organiser un gros événement. Oui, puis les billets sont en vente à la billetterie de la salle de spectacle Jean-Marc Dion, puis c'est au coût de 15 $. Et c'est là que se passe le spectacle, faut le mentionner également. Le colloque, en grande partie, se fait du côté du Cégep de Sept-Îles. Dans les dernières années, du beau travail de fait au Cégep de Sept-Îles pour l'éducation des Inuits, amener les communautés Inuits vers des nouveaux sommets en éducation. Une belle collaboration avec le Cégep. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Oui, effectivement, cette année, en fait, le colloque, l'ensemble des ateliers vont se dérouler au pavillon à l'UQAC. Et le Cégep de Sept-Îles s'occupe, entre autres, des repas pour la plupart des participants, mais également, comme Marie-Ève le mentionnait plus tôt, à l'arrière de l'Institut Tchakapish, nous avons prévu 3 dîners pour certains participants. Ils devaient s'inscrire pour y participer. Et puis, on sait très bien que les aînés vont y participer, et puis des membres de la communauté également. Cool. Au niveau du Cégep, il va y avoir les pauses qui se déroulent là, mais il y a également des kiosques d'exposants. Il y a une dizaine d'exposants qui viennent des communautés. On a couvert également toutes les communautés et il va y avoir des exposants de différentes artisanats, comme par exemple la peinture, la sculpture, peau de caribou, fabrication de canaux, bijoux et accessoires, fourrures, marionnettes. Il y a même quelque chose d'assez exceptionnel que moi-même j'ai hâte de voir. Mancheuse d'écorce. Il semblerait que c'est vraiment impressionnant de voir cette artisante-là. Donc, et ça, au Cégep, ça va être, j'imagine, ça peut pas tout rentrer dans le hall d'entrée. Est-ce que ça va être dans le gymnase? Non, malheureusement, le gymnase n'était pas accessible pour rénovation. Donc, oui, ça va être dans le hall d'entrée. Oh, fait que tout le monde va être réuni à la même place. On va être collés puis on va s'aimer. Oui. Là, vous allez me dire quand même, ça a 38 ans, l'Institut Tchakapish. On travaille avec les mêmes objectifs, les mêmes mandats. D'abord, du côté de la réussite scolaire. Comme je disais, il y a eu une belle cérémonie. J'étais impressionné par le nombre de finissants cette année. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'améliore? Chaque conseil de bande fait beaucoup d'efforts là pour améliorer la réussite scolaire. Tchakapish vient en soutien à tout ça. Avez-vous l'impression qu'il y en a de plus en plus des beaux modèles de réussite chez les jeunes Inuits de la Côte-Nord? Ben effectivement. Et puis nous à Tchakapish, le secteur éducation, on a une coordonnatrice entre autres qui est coordonnatrice du programme de réussite des Premières Nations, Caroline Talbot. Et puis il y a un travail d'équipe qui est fantastique parce que à chaque année il y a une évolution. À chaque année, il y a des nouveaux gradués, il y a des jeunes qui obtiennent leur secondaire 5 et puis ça, c'est l'ensemble de tous. C'est parce que c'est dans les écoles. C'est réjouissant d'en voir plusieurs de Shefferville, entre autres, cette année. Ça fait un effet d'entraînement, j'imagine, les plus jeunes qui voient, un cousin, un oncle, une tante, un père, une mère être gradué, on se dit, moi aussi, je suis capable. Oui, mon grand frère a réussi, m'a réussi moi aussi. Oui, et puis maintenant, on fait ça un peu plus large. Donc, c'était une belle vitrine, une belle fenêtre de faire ça au grand rassemblement. Faire le grand rassemblement
à Innu-Nekamu la dernière. Vraiment une bonne idée. Puis votre autre mandat maintenant, protéger la langue et la culture. Bon, il y en a de moins en moins des gens qui parlent Innu. C'est une langue qui est probablement classée en voie d'extinction, là, comme certaines espèces de baleines, malheureusement. Est-ce que vous avez toujours espoir de protéger la langue et la culture, de sauver la langue Innu? Oui, c'est sûr. Dans certaines communautés, on en parle presque plus. Les jeunes ici parlent moins la langue. C'est compliqué quand même. C'est compliqué, mais il y a une réalité aussi qui nous rattrape. T'sais, on parle au niveau du personnel enseignant, mettons, qui provient de l'extérieur de la communauté. Donc, l'enseignement se fait en français, mais Tsagabèche fait un gros effort avec les communautés pour développer du matériel. Le dictionnaire Innu français. Pour les enfants. Il y a toujours des cours, je pense, dans chaque école quand même en langue préscolaire quand même. L'enseignement se fait essentiellement en Innu. Puis au niveau de la culture, dans le fond, parce que c'est nouveau à Tsagabèche, où ce que le secteur a été divisé en deux. Avant, on parlait langue et culture. Là, on l'a divisé en deux pour mettre la même énergie dans les deux secteurs. Donc, il y a des gros projets qui s'en viennent au niveau de la culture. Donc, au moment opportun, on vous informera. J'aime ça quand les gens nous disent des choses comme ça. Oui. Ça nous garde un peu sur le qui-vive. En attendant, toutes vos énergies vont sur le colloque de la semaine prochaine. Vous attendez 300 personnes au cégep de cette île. Là, il y a beaucoup d'organisations. Les fourmis travaillent fort, comme on dit. Oui! Les inscriptions sont faites, donc j'imagine là, pour les ateliers. Est-ce que des gens... ça s'adressait aux gens du milieu. Donc, les invitations ont été placées, les gens sont inscrits. Les gens la population générale peut assister au spectacle, dans le fond. Oui. Génial, Eh ben, Marie-Ève Volant et Joël Gagné de l'Institut Tshakapish, un gros merci pour votre présence en direct à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci bien. Jusqu'à maintenant. Attitude. Le plus grand magasin de liquidation sur la Côte-Nord, c'est chez nous, à Sept-Îles qu'on le retrouve. La liquidation du 460 Place du Commerce. On a de tout pour tous vos besoins. Que ce soit pour la salle à manger, le salon, la chambre à coucher, on a même des vêtements pour toute la famille. Des nouveautés vous attendent à toutes les 2 semaines. En plus, obtenez de 20 à 30% de rabais sur les ensembles de salon et de cuisine. Quand on parle de bonne affaire, on parle de la liquidation du 460 Place du Commerce. N'oubliez pas, on offre le financement de vos rêves. Aucun crédit refusé. Passez-nous voir. Voyons donc, es-tu correct? Oui. Je viens d'apprendre que pour seulement 133 $ par mois, TELUS m'offre la téléphonie 150 et Internet optique 50 ultra rapide et le nouveau service téléoptique 4K avec une qualité d'image renversante. Ça m'a littéralement jeté à terre. Hey, une chance qu'ils n'ont pas fait une offre explosive. Profitez de la technologie renversante du combo Optique 50 de TELUS à partir de seulement 133 $ par mois. Les conditions s'appliquent. Détails sur telusquebec.com ou chez MD Communications à Sept-Îles. Voici un installateur de porte de garage ordinaire. Bof, excusez. Et voici maintenant un installateur Garaga Expert. À votre service. Ordinaire. Ouais, excusez. Garaga. À votre service. Vous avez remarqué la différence? Rencontrez de vrais experts chez Vitrerie Nord Cristal, 968 87 96, 968 87 96. Tonnerre fait son entrée dans la boîte de départ, suivi par CAA. Le départ est donné. Excellente lancée pour Biscuit, mais CAA remonte. Il a un galop exceptionnel. Il double Tonnerre. Il double Biscuit. Il double et il gagne! Ce week-end, gagnez encore plus à être membre CAA. Tous les 2e week-ends du mois, doublez votre remise en dollars CAA et obtenez jusqu'à 6 sous par litre lorsque vous passez à la pompe chez Couche-Tard. Couche-Tard, simple comme bonjour. Détail en magasin. Ford croit qu'on peut jamais être trop prêt pour l'hiver. C'est pourquoi, à l'achat ou à la location de l'Escape SE 2017, vous obtenez l'ensemble sécurité d'hiver. Des pneus d'hiver, des jantes et des capteurs de pression sans frais supplémentaires. En plus, l'Escape SE est équipé de caractéristiques de série comme les sièges chauffants, les rétroviseurs chauffants et le dégivreur d'essuie-glace. C'est ce qu'on appelle être bien préparé. Dindon, mère nature. Quand on peut prendre les devants sur l'hiver, c'est facile d'embarquer avec Ford. Visitez trouvezvotreFord.ca pour les détails. À votre sport expert et atmosphère de Place de Ville, c'est la grande liquidation d'inventaire d'hiver des saisons antérieures. L'occasion est parfaite pour économiser. Obtenez de 30 à 50% de rabais du prix original sur une vaste sélection de manteaux, pantalons et bottes d'hiver, raquettes à neige, équipements de ski et de planches à neige des saisons antérieures. Pour s'équiper de la tête aux pieds sans se ruiner, c'est à votre sport expert et atmosphère de Place de Ville que ça se passe. Sport expert. Meilleure forme, meilleure vie. Meilleure vie.
Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Tommy, on va parler de cette île en forme qui a épuisé ses budgets, malheureusement, quoi. J'aurais voulu les inviter pour une autre raison, mais on n'aura pas le choix d'en parler. On a appris il y a quelques semaines la fermeture au mois de mars de l'organisme Cette île en forme. On va parler des prochaines semaines parce qu'il continue quand même d'être actif sur le terrain. Et on reçoit en studio Rachel Gagnon et Julie Vigneault de Cette île en forme. Bonjour, mesdames. Bonjour. Allô. Premièrement, les gens vont vouloir le savoir. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui mènent à la fermeture de Cette île en forme? Ben, c'était déjà prévu au départ. Québec en forme, c'est un mandat de 10 ans. Okay. Fait que c'est vraiment prévu qu'en 2017, ça ferme. Ou en tout cas, qui termine de mettre des fonds à l'intérieur. Fait que c'était prévu. Ouais, mais c'est ridicule. On n'a pas nécessairement atteint les objectifs. Tabarnouche, c'est comme si les bottines suivent pas les babines. Tous les politiciens parlent de saines habitudes de vie, puis ils n'ont pas d'argent pour ça. C'est ridicule. Ben, c'est pas terminé. Oui, cette île en forme est terminée, mais faut que les saines habitudes de vie continuent. Puis ça va être sous différentes formes, sous d'autres formes, tout simplement. Parce qu'il faut dire que cette île en forme, c'est un regroupement de partenaires. Donc, c'est pas seulement une organisation qui gère tout. Vous fonctionnez avec des partenaires, là. Ça, c'est important, là. Oui, dans le fond, c'est comme c'est sous le principe d'un CA. Okay. Donc c'est divers partenaires dont l'Envol, le CIS, des CPE aussi, les écoles, les directions d'école. Donc tout le monde essaie de promouvoir les saines habitudes de vie chez les 0-17 ans et leurs familles. Donc c'est assez vaste comme mandat. Donc là vous avez fait dans le fond le travail à la base. Donc vous avez créé une structure pour encadrer ou pour bien placer les habitudes de vie et ensuite, après le mois de mars, ben ça sera à chaque organisme de bien travailler dans son milieu? Oui, exactement. Donc, chaque milieu pourra, à sa façon, prendre en charge les saines habitudes de vie. Ils le font déjà, c'est certain. C'est juste qu'il faut garder en tête de continuer de créer des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Donc, par exemple, quand la ville de Sept-Îles fait une activité, ben c'est de garder en tête que à la place d'offrir des hot dogs puis du gâteau, mais offrir un choix plus sain. T'sais, ça n'empêche pas qu'on peut en servir des hot dogs puis du gâteau, mais c'est toujours de favoriser les choix plus sains. J'imagine que quand les gens organisaient des choses ou avaient des questions, on se tournait vers vous pour avoir de l'aide, avoir peut-être des réponses un peu plus faciles. Est-ce qu'il y a déjà des craintes qui ont été soulevées de dire, ben quand vous serez plus là, comment je vais avoir des réponses à mes questions? Ben il y a déjà des comme le CIS, ils ont des personnes ressources qu'on peut téléphoner, il y a un nutritionniste, il y a vraiment des gens qui vont pouvoir répondre pareil aux questions là. C'est tout le monde qui ont moins d'argent que vos partenaires, malheureusement, c'est ça. Oui, mais excuse-moi. Mais ils sont là pareil, des fois juste répondre à une question, il y a pas de problème là, puis c'est d'arrêter de travailler en silo vraiment, puis c'est de travailler ensemble en partenariat. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire au fil des années. Puis c'est sûr que les gens ils trouvaient ça plus facile peut-être d'aller vers nous parce que on avait des fonds un peu pour réaliser leur projet. Sauf que là, ben il va falloir trouver d'autres moyens de le faire. Au niveau de l'ensemble de la population, est-ce que vous avez l'impression que ça a évolué? Les gens sont plus attentifs? On en a parlé beaucoup avec le programme sur 10 ans, mais est-ce que vous avez l'impression que les gens adoptent de plus en plus de saines habitudes de vie? Oui, on a vraiment remarqué une nette différence. Tout le monde est plus sensibilisé. Puis, tu sais, par exemple, on a un projet qui est le comité Sept-Îles Vélocité, pardon. Dans le fond, il y a 10 ans, on n'aurait pas eu cette oreille-là à la ville de Sept-Îles. On aurait ni des partenaires non plus. Fait que tout le monde se mobilise vraiment dans chaque milieu. Là. En même temps, c'est pas de mobiliser le monde qui sont déjà sportifs comme Tommy, mettons, qui jouent au touch football, au soccer, à peu près tout dans toutes les ligues. Ah oui, c'est pour ça que j'ai un gilet des Blue Jays. Moi, mon sport, je le porte, je le fais pas. C'est les seuls qui faisaient pas le 30 minutes d'activité physique par jour qu'on visait quand même par ces programmes-là. C'est d'embarquer ce monde-là aussi, en tout cas. C'est d'embarquer tout le monde, oui, mais là, 10 ans, les saines habitudes de vie, les gens ne savaient même pas c'était quoi. Mais là, ça commence vraiment à être intégré dans l'esprit de chacun. Puis, comme Rachel le disait, nous, on travaille aussi qu'il y ait des environnements favorables à
que les activités puissent avoir lieu gratuitement. Des améliorations locatives au niveau de la ville. Il y a plein de choses que chacun dans leur milieu peuvent faire. Puis la bonne stratégie à long terme, je pense, c'était de rentrer dans les écoles. Si le message se continue dans les écoles, au moins, on progresse, là. Dans quelques années, ça devrait paraître. Oui, il y a déjà des animateurs, plus particulièrement dans les écoles secondaires, il y a des animateurs, il y a des infirmières scolaires qui sont très sensibilisées aux saines habitudes de vie, puis ils continuent de porter le message de Cette île en forme. Faut dire que Cette île en forme, on n'a pas fini d'organiser des activités ou de faire des choses d'ici à ce qu'on mette la clé dans la porte. Bientôt, on aura un événement qui va être assez symbolique pour la fin de votre mandat, là. On appelle ça une passation du flambeau et c'est le 17 octobre. Oui, exactement. Donc, la population est invitée le 17 octobre à 10h aux centres sociaux. On fait une petite marche. C'est un peu pour célébrer tout ce que Cette île en forme a accompli dans les 7 dernières années. Puis en même temps, c'est pour que chaque partenaire, chaque personne qui se représente pourra s'engager à continuer de promouvoir les saines habitudes de vie dans son milieu. Et c'est important de le dire, on donnera des mandats à certaines personnes. Oui, il y a des organismes autour qu'on a parlé durant l'entrevue, mais on donnera le mandat à certaines personnes de continuer à porter le message, dont le maire de cette île qui est quand même là, qui a été présent dans différentes activités sportives et de saines habitudes de vie. Ah oui, il est vraiment impliqué, même auprès de nous. Lui aussi s'est demandé pourquoi que Cette île en forme se terminait. Mais non, il va, je pense, j'ai confiance en lui qu'il poursuit. La ville, ça ne tentait pas de prendre la relève financièrement, de vous backer un peu, de donner de l'argent, garder vos salaires là pour la prochaine année, non? C'est à l'écoute puis qu'ils vont réfléchir à la prochaine réunion du conseil. C'est sûr qu'on est ouvert à toutes les suggestions. Mais en même temps, Québec en forme, ça n'a pas été pensé comme ça. Donc, c'est ça. Mais il n'y a rien qui interdit la ville de prendre la relève. Non. Oh non. Tu sais, dans un monde idéal, à la ville de cette île, il pourrait avoir un poste ça serait une personne qui promouvoit les saines habitudes de vie dans les diverses activités de la ville, toutes les animations. C'est une job à temps plein quand même. Ah ouais, exactement. Donc, les inscriptions se prennent jusqu'au 12 octobre. Comment qu'on fait pour s'inscrire? Non, il n'y a pas une date limite d'inscription. On se présente là? Oui, dans le fond, tout le monde est invité. On peut se présenter le 17 octobre, puis il n'y a pas nécessairement d'inscription. C'est un lundi, ça, le 17 octobre. Exactement. Pas lundi qui vient, l'autre d'après. Oui, exactement. Et donc, monsieur le maire sera là, ainsi que plusieurs conseillers municipaux, les membres de notre regroupement de partenaires, plein de personnes extérieures qui nous ont aidés au cours des dernières années. Le point de ralliement est au centre social. Où exactement? Parce qu'on peut faire le tour longtemps. Oui, à l'entrée principale. Donc, il y aura un petit parcours. On se promènera là pour souligner différentes choses et différents succès des 7 dernières années de Cette île en forme. Félicitations, mesdames, pour votre beau travail. Je pense que les graines que vous avez semées tout au long de votre parcours, moi, je le vois déjà apparaître j'ai été souvent dans des activités où est-ce que vous étiez présentes. Je vois les jeunes de plus en plus. On va prendre une pomme plutôt qu'une barre de chocolat. Puis on va souhaiter plein de gens à cette journée du 17 octobre du côté du centre socio-récréatif pour venir souligner la fin de cette aventure, mais le début de nouvelles habitudes qui seront ancrées dans nos vies de tous les jours. Rachel Gagnon et Julie Vigneault de Cette île en forme. Merci beaucoup. Merci. Tommy, jusqu'à maintenant, on a le plus beau mois d'octobre de l'histoire de cette île. On espère qu'il se prolonge jusqu'au 17 octobre. Moi, je pense à Alexandre de Cette île Vélocité. Lui, il va pouvoir en faire longtemps. Du vélo, là, encore avec sans mettre son équipement d'hiver sur son vélo. Puis là, j'ai hâte d'aller manger une pomme puis prendre une marche. Fait qu'on arrête ça là? Oui, on arrête ça là, mais rappelez aux gens que dès demain, toutes les émissions là, en balado-diffusion seront disponibles via notre page Facebook. Donc, pour les gens là, dont l'entrevue, j'entendais là, cette semaine, l'entrevue avec les gens du 6, elle était très attendue pour ceux qui voudraient la réentendre. Elle sera disponible sur notre page Facebook dès demain. On avait une entrevue très intéressante en ouverture d'émission, si vous n'y étiez pas, concernant l'industrie de l'aluminium avec Jean Simard. Tout ça sera disponible demain sur Facebook. On vous invite à prendre le lien par notre Facebook, mais c'est sur un site Internet. Il y a le ministre Pierre Arcan qui est venu cette semaine. Il y a plein de choses intéressantes. Entrevue avec le chef Mike McKenzie aussi, où on a fait le point. Donc, tout ça sera disponible demain sur Internet. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Au revoir.